Allez, on reprend le chapitre 3, donc, sur l'évolution dans le temps. On va le finir aujourd'hui, c'est un chapitre très court. Donc, on avait commencé à s'intéresser à l'évolution des systèmes. Donc, c'était le chapitre 3. Et je crois qu'on avait simplement eu le temps d'introduire l'opérateur évolution. Donc, je vous rappelle l'idée, à chaque instant, en tout cas dans un référentiel donné, à chaque instant, le système est dans un certain état, psi de t. Et évidemment, au cours du temps, l'état d'un système peut évoluer. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un opérateur qui réalisait l'opération des systèmes, qui nous disait que, enfin, qu'on avait noté U et qui satisfaisait donc cette propriété très simple, c'est que l'état du système à l'instant t, c'est l'action de cet opérateur sur l'état, c'était même de façon plus générale, c'est l'action de l'opérateur U de t-t0 sur l'état du système à l'instant t0. Donc on avait vu que cet opérateur ne dépendait que de la différence entre le temps d'arrivée et le temps de départ, parce que la réalité, enfin, les lois de la physique sont invariantes par translation dans le temps, c'est la propriété d'uniformité du temps. Et par ailleurs, ça c'est un opérateur linéaire bien sûr, la physique est linéaire, c'est l'idée de base, donc ça veut dire que l'évolution d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des évolutions. Et par ailleurs, on avait montré que cet opérateur en fait satisfaisait une propriété très importante qui était la suivante, U croix U égale identité. Je ne sais plus comment on avait noté identité, 1 ou... Enfin, ou 1, comment on l'avait noté, je ne me rappelle plus. 1 comme ça? Ah, c'est moche ça. Comment j'avais noté I? 1? 1. Opérateur identité. Et c'est aussi égal à U croix au passage. Alors ça, on l'avait démontré en deux lignes, simplement en partant de l'idée que si vous démarrez avec deux états qui sont orthogonaux et que vous leur faites suivre la même évolution, enfin dans le même environnement physique, si vous partez de deux états orthogonaux, ils vont rester orthogonaux. C'était la traduction quantique de la propriété que dans une évolution du monde physique, même, enfin classique, si vous avez deux états différents, ils ne peuvent pas conduire au même état, parce que sinon ça voudrait dire, en particulier, il y aurait plein de problèmes avec ça, mais en particulier ça voudrait dire que la physique n'est pas inversible, c'est-à-dire qu'en partant d'un état, on ne sait pas d'où ça vient, puisque si plusieurs états peuvent conduire au même état. Donc cette propriété, traduite quantiquement, nous dit que deux états qui sont distinguables, de façon radicale, qui sont orthogonaux, vont rester orthogonaux. Et simplement en disant ça, on avait pu montrer qu'en fait, deux états, même s'ils ne sont pas orthogonaux, enfin, le produit scalaire entre deux états, si vous partez d'un état phi de 0 et puis d'un autre état psi de 0, ou je ne sais plus comment j'avais écrit, peut-être phi 1 et phi 2, disons, par l'évolution du système, ces deux états vont toujours garder leur produit scalaire. C'est-à-dire que phi 1 de t, phi 2 de t, c'est-à-dire le produit scalaire entre les états à l'instant t, quand on est parti de phi 1 de 0 et quand on est parti de phi 2 de 0, est égal à justement le produit scalaire qu'ils avaient au début. Et ça, en deux lignes, ça nous avait conduit à cette propriété-là. Je ne le refais pas, mais donc ça c'est ce qu'on appelle la propriété d'unitarité. U est un opérateur unitaire. Et du coup, alors en particulier, ça veut dire que ça conserve la norme. Si le produit scalaire de deux vecteurs est conservé au cours du temps, évidemment, le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, c'est un cas particulier, est conservé aussi. Donc phi de t scalaire phi de t,
Ça, c'est la norme de phi de t au carré. C'est quelque chose qui est constant dans le temps. D'où l'idée, on a vu que ça simplifiait les calculs de valeur moyenne, de probabilité d'obtenir tel et tel résultat si on partait de vecteurs qui sont normés. Et là, on voit que si on a un vecteur qui est normé, c'est-à-dire de norme 1 au départ, il va rester de norme 1 tout le temps. Donc c'est effectivement très pratique. On essaye en général, c'est pas du tout obligé, mais on essaye de prendre des vecteurs qui sont normés et on sait qu'ils vont le rester au cours de l'évolution. Et en particulier, donc, les vecteurs de base qu'on prend, on prend une base orthogonale, mais tant qu'à faire, orthonormée. Bien. La dernière chose qu'on avait vue à ce sujet, c'était... Ah oui, je pense que j'avais fait la remarque, pour finir, que ça impliquait en particulier que U est inversible, hein, puisque son inverse, c'est précisément son adjoint. D'accord? Ça se voit là. Hein, donc, l'opérateur évolution est inversible, c'est-à-dire que si, connaissant l'état du système à l'instant t0, vous pouvez connaître l'état du système à l'instant t par l'opérateur d'évolution, inversement, si vous connaissez l'état du système à l'instant t, vous pouvez savoir d'où vous venez. Et vous pouvez inverser le propos. Évidemment, ceci s'écrit psi de t0 égale U-1 de psi de t0, de t, et ce U-1, c'est égal à U croix. Alors attention, ce n'est pas un opérateur auto-adjoint. Son adjoint n'est pas égal à lui-même. Son adjoint est égal à son inverse, en fait. Donc ça s'appelle un opérateur unitaire. Bien, alors ça c'est le rappel de ce qu'on avait fait la dernière fois. Et puis j'avais discuté, je crois, le fait que dans l'interprétation de Copenhague, ceci, évidemment, cesse d'être vrai au moment de la mesure. Je vais rester là encore. Puisque quand vous faites une mesure, vous avez par exemple... Donc vous faites la mesure de G, la grandeur G. On révise au passage. Si vous avez un état phi qui est une combinaison linéaire des vecteurs, des états propres de G, donc somme sur I des alpha I GI, en gardant les notations qu'on utilise depuis le début, ça c'est le vecteur propre de l'observable G associé à la valeur propre GI. Si vous avez un système dans cet état-là et que vous mesurez G, vous allez obtenir, donc par une mesure de G, vous allez obtenir la valeur GI et l'état GI avec la probabilité module de alpha I au carré. Et du coup, au moment de la mesure, quand vous passez de là à 1 DGI, aléatoirement, là, vous avez quelque chose qui n'est pas réversible et qui n'est pas non plus unitaire, parce que, par exemple, si vous faites le produit scalaire de GI avec phi, avec l'état ici, avant la mesure, ce produit scalaire, il vaut alpha I, tout simplement. Après la mesure, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 1, puisque l'état est devenu GI. D'accord? Donc ça, c'est avant la mesure. Et évidemment, GI égale 1 après la mesure. Donc, dans l'interprétation de Copenhague, quand on fait une mesure, on projette l'état du système sur un des états propres. Et du coup, après, l'état du système, c'est un des états propres. Et donc, fatalement, cette opération modifie le produit scalaire de phi avec n'importe quel vecteur, en particulier, enfin avec le GI en question. C'est-à-dire que cette propriété-là n'est plus vérifiée. Le produit scalaire de l'état du système avec les autres états n'est pas constant dans le temps. Donc, l'opération de mesure n'est pas unitaire. Donc, dans l'interprétation de Copenhague, l'évolution du système en physique quantique, c'est toujours une évolution unitaire, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, sauf quand on fait une mesure, et là, il se passe un truc magique, bizarre, qui échappe aux lois standards de la physique quantique. Qu'on met comme postulat, du coup, dans l'interprétation de Copenhague, on dit, voilà, le postulat de la mesure, c'est ça. Ce qu'on avait discuté rapidement la dernière fois, c'est que si on utilise l'interprétation d'Everett, par exemple, on n'a pas du tout ce problème. Simplement, quand on fait une mesure, on se retrouve avec une superposition d'états, enfin une combinaison d'états entre
entre les différents résultats possibles de la mesure, intriqués avec les différents états produits pour l'instrument de mesure. Le problème, c'est que comme en pratique, quand on prend conscience d'un résultat, on n'en voit qu'un. On ne voit pas bien ce que voudrait dire en voir plusieurs. Donc en pratique, tout se passe comme si on pouvait oublier les autres parties de la combinaison. Mais vous voyez que conceptuellement, c'est très différent. C'est-à-dire qu'après coup, tout se passe comme si on avait projeté l'état, mais en vrai, il y a les autres combinaisons qui sont encore là, et si on calculait la norme totale du système, elle serait la même. Elle n'aurait pas changé. Donc l'évolution avec l'interprétation d'Everett, l'évolution globale du système, le système, l'instrument de mesure, l'observateur qui regarde l'instrument de mesure, un autre observateur si on veut, etc. L'évolution globale du système qui interagit est unitaire. À aucun moment on sort de l'unitarité. Simplement en pratique, quand vous prenez conscience du résultat d'une mesure, que ce soit en vrai en physique, selon l'interprétation de Copenhague, ou en pratique de façon effective, suivant l'interprétation d'Everett, il se trouve que ça a l'air de se passer comme si le nouvel état du système, c'était un seul des états propres possibles, auquel cas, cette opération-là viole l'unitarité. Donc vous voyez, c'est un petit peu délicat. La physique quantique a un peu des problèmes, on appelle ça le problème de la mesure. En vrai, ça devrait être unitaire, les lois de la physique sont unitaires. Selon l'interprétation d'Everett, c'est bien le cas, sauf qu'en pratique, comme on ne peut pas avoir conscience de deux choses en même temps, il faut faire un choix. Donc encore une fois, l'interprétation de Copenhague, c'est dire, au lieu de continuer à dire, ok, il y a les autres combinaisons qui existent, mais de toute façon je ne les vois pas, on fait comme si elles n'existaient pas, et la chose continue. Ça ne change rien de prendre une interprétation ou une autre, ne change rien en pratique sur tout ce qu'on pourra faire en physique. Donc bien souvent, les gens utilisent l'interprétation de Copenhague parce que c'est pratique. Voilà. Mais alors du coup, retenez bien que lors de la mesure, on sort de l'unitarité. Toutes les évolutions sont unitaires, sauf dans une mesure. Bon, j'ai fini avec ce petit rappel et ce commentaire. Je vais maintenant, pour votre plus grand plaisir, passer à l'équation de Schrödinger. Comment on va introduire l'opérateur hamiltonien. Alors, je vais commencer par l'opérateur hamiltonien. Donc, moi, j'en étais à un troisièmement. Vous me dites si on avait dévié. J'ai un troisièmement qui s'appellerait évolution infinitésimale. Oui. Ouais. Après la mesure, ouais. le produit avec phi ou GI? Phi est devenu GI. Après la mesure, phi c'est un des GI, enfin c'est le GI qui a été choisi par la nature, par je sais pas quoi, par notre conscience, Alors, en physique quantique comme en physique classique, l'évolution des systèmes, alors sauf pendant la mesure, si on fait... Bon, l'évolution des systèmes est toujours continue, c'est-à-dire que l'état du système évolue continuellement, l'espace des états est un espace... dans lequel il y a une norme, etc. C'est un espace de Hilbert. Et donc, il y a un sens à dire que deux états sont voisins l'un de l'autre. Donc, l'évolution d'un système se fait de proche en proche. L'état d'un système ne passe pas de cette direction, enfin, ce vecteur dans l'espace des états, à celui-là, brutalement, instantanément, je veux dire. Donc, il y a une continuité, une évolution des états, c'est-à-dire que si je m'intéresse à une évolution infinitésimale, c'est-à-dire je passe de l'instant t à l'instant t plus delta t, eh bien, lors de cette évolution infinitésimale, je vais avoir une modification infinitésimale de l'espace des états. Et donc ça, je peux l'écrire en disant que l'opérateur U de delta t, c'est-à-dire qui réalise l'évolution pendant delta t, c'est... Grosso modo, c'est l'identité plus une petite variation qui va dépendre de delta t. Donc je peux toujours écrire ça comme étant 1 plus delta t fois un certain opérateur que je vais noter k au premier ordre en delta t. D'accord ?
ça, c'est une fonction de delta t. Je peux la développer avec delta t plus delta t carré plus delta t cube. Mais je me mets au premier ordre en delta t. Je considère une transformation infinitésimale. Si vous voulez, je fais tendre delta t vers 0. Quand delta t tend vers 0, U de delta t peut s'écrire comme ceci. Là, je n'ai rien dit de spécial. Je mets un opérateur. Je dis juste qu'au premier ordre, c'est proportionnel à delta t, mais par définition du premier ordre. Et à l'ordre 0, par contre, ce que je dis ici, c'est qu'à l'ordre 0, c'est égal à 1. C'est-à-dire quand delta t vaut 0, l'opérateur qui fait passer de phi de t à phi de t, c'est l'identité. D'accord ? Donc là, je dis juste que la physique est continue et que pour un petit déplacement dans le temps infinitésimal, je peux toujours écrire les choses comme ça. Je n'ai rien introduit de physique pour l'instant, sauf la continuité. Oui ? Si on colle deux Stern égale 1 selon x et l'autre suivant y, ça ne contredit pas ça? Puisque dans tous les cas, on va trouver une mesure, par exemple, h bar sur 2, h bar sur 2, x, et puis après... Alors, si vous pensez au Stern-Gerlach comme donc cet aimant où la particule est déviée petit à petit puis se retrouve là ou bien là, l'évolution du système est continue. C'est-à-dire, si vous regardez à l'instant t puis à l'instant t plus delta t, l'état du système aura évolué à peine. Mais si vous pensez au Stern-Gerlach dans l'espace du spin ou du moment magnétique, alors oui, au moment de la mesure, mais qu'il faudrait définir, vous sortez de l'unitarité. C'est bien le problème. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, vous êtes dans l'état plus x et vous mesurez mu z. Et là, donc, il va falloir choisir, soit vous allez vous retrouver sur plus z, soit vous allez vous retrouver sur moins z. Et ça va se faire brutalement au moment de la mesure. C'est un problème. Sinon, vous avez simplement une évolution continue du problème. Donc là, je m'intéresse à l'évolution unitaire des systèmes, c'est-à-dire hors moment précis de la mesure, qu'il faudrait définir, mais qui... Voilà. OK ? Donc ça, je m'intéresse juste à l'évolution standard, on ne fait pas de mesure, ou alors on se place dans l'interprétation d'Everett. Donc, disons, évolution unitaire, je m'intéresse à la forme la plus générale possible pour cet opérateur. J'ai déjà dit qu'il devait être unitaire, donc ensuite j'ai dit qu'il ne dépendait que de la différence des temps. Maintenant, je vais dire autre chose, qui est la chose suivante. Donc, U vaut ça. Oui, et donc, je vais dire maintenant que U est unitaire. Alors, ça veut dire que U croix U doit être égal à 1, à l'identité. Alors, avant de faire ça, je vais renommer un petit peu K. Je vais le noter comme ça, vous allez me dire pourquoi, je vais vous dire pourquoi pas. Je vais écrire ça moins I delta T sur H bar, grand H. J'ai un opérateur K, je décide de l'appeler, cet opérateur K, moins I H sur H bar. Why not? C'est juste que, enfin, vous allez voir tout de suite pourquoi. Je mets le H bar ici pour des raisons dimensionnelles. Et puis je mets le i ici de façon à ce que h soit auto-adjoint, on va le voir tout de suite. Donc voilà, là pour l'instant j'ai rien dit. J'ai juste dit que quand delta t tend vers 0, l'évolution du système c'est l'identité évidemment. Simplement maintenant je dis que cette évolution est unitaire et donc que u croix u égale 1. Alors que vaut u croix? Eh bien si u vaut ça, u croix vaut... Alors, l'adjoint de l'identité, c'est l'identité. Et puis l'adjoint de moins i, c'est plus i. Hein, je passe au complexe conjugué et à la transposée. Hein, donc là, je vais avoir plus i delta t sur h bar, et puis le transposé conjugué de h, c'est-à-dire l'adjoint de h, voilà. OK ? Donc j'ai u qui vaut ça, j'ai u croix qui vaut ça. Et ce que je veux maintenant, c'est que u croix u soit égal à 1. Ben, je vais écrire u croix u, et puis ça va être vite vu. Hein. Donc u croix u, ça fait 1 plus i delta t sur h bar, h croix, fois u, 1, moins i delta t sur h bar, h. Ça doit être égal à 1.
Simplement, déjà, qu'est-ce que ça vaut? Ben, je vais le développer. Ça fait 1 moins I delta T sur H bar H. J'ai oublié le chapeau ici. Et puis, plus I delta T sur H bar H croix. Et puis, plus, moins I fois I, ça fait plus 1, plus delta T carré sur H bar carré, H croix H. OK? Mais ça, c'est du deuxième ordre. Donc, quand je fais tendre delta T vers 0, ça dégage. Je veux que ça soit égal à 1, à l'ordre 1. À l'ordre delta T. Et par conséquent, je vois que ça doit être égal à 0. On veut que ça soit nul, et donc, bah, il suffit que H égale H croix. H croix égale H. Ben voilà, c'est tout. Alors ça vous explique pourquoi j'avais mis un I ici. Si je n'avais pas mis de I, ben, j'aurais obtenu que H croix doit être égal à IH moins IH, et ça s'appelle un opérateur anti-hermitien. Bon, OK, si j'ai un opérateur H hermitien, I fois H sera anti-hermitien, et réciproquement. Pourquoi je suis intéressé par les opérateurs hermitiens, c'est-à-dire auto-adjoints, si vous voulez? Bah, parce qu'on a déjà vu que les opérateurs auto-adjoints étaient des observables. Donc, OK, K, ce n'est pas une observable, K, c'est I fois une observable. Et donc, j'ai juste appelé l'observable en question, je l'appelle H. Tout ça pour dire que, quelle que soit l'évolution du système, quelles que soient les conditions, quel que soit le système, U, l'opérateur qui décrit son évolution, à l'ordre delta t, enfin quand delta t tend vers 0, ça s'écrit comme ceci, avec ici un opérateur hermitien qui est donc une observable. Alors cet observable, on l'appelle hamiltonien. Donc c'est le hamiltonien du système. Donc le hamiltonien vous dit comment s'opèrent les petites évolutions dans le temps. Donc c'est ce qu'on appelle le générateur des translations dans le temps. C'est un mot qui, enfin c'est une formule qui pour l'instant vous parle sans doute pas énormément, mais enfin, vous voyez à peu près ce que ça peut vouloir dire. Générateur des translations dans le temps. Alors il y a une définition mathématique claire de la notion de générateur en théorie des groupes, mais on ne va pas faire cette théorie en détail, translation dans le temps. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est précisément ça. Ça veut dire que... Enfin bref, ok, peu importe. Ça vous dit comment, quand on évolue dans le temps, comment le système varie, mais on l'appelle le générateur parce que ça concerne des transformations infinitésimales. Et évidemment, si vous voulez une transformation sur un temps fini, ben vous allez appliquer d'abord delta t, puis delta t, puis delta t, vous allez les mettre en série, et puis vous allez finir par construire l'évolution dans le temps, même pour un temps fini, à partir des petits générateurs, à partir des petites évolutions infinitésimales. Donc il n'y a rien de particulièrement délicat. Donc voilà ce que c'est que la définition de le hamiltonien. On va voir que ça, en fait, c'est une observable. On va voir que cette observable, ce n'est rien d'autre que l'observable énergie, en fait, du système. D'où le nom hamiltonien, c'est ce qui va jouer le rôle que joue le hamiltonien en physique classique, pour autant qu'on puisse rapprocher la physique classique de la physique quantique. Et pour tous les aspects où on peut le faire, on va voir que cet observable joue bien le rôle de l'énergie, en fait. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez fait de la physique hamiltonienne. Les équations de Hamilton, non. Lagrangien, un petit peu. Bon, ce ne sera pas utile. En tout cas, voilà, c'est le hamiltonien du système. Enfin, si, ce serait utile si vous l'aviez fait, mais on va s'en passer, c'est ça que je veux dire. OK, alors. Ah oui. Oui, j'avais prévu un quatrièmement opérateur hamiltonien, mais ce n'est pas la peine, le voilà. Alors, juste une remarque. Ce H bar, en fait, il est là précisément pour donner à H la dimension d'une énergie. Hein? La dimension physique de H
eh bien, c'est une énergie, c'est-à-dire des joules. Hein. Vous vous rappelez que h bar, la constante de Planck, s'exprime en joules par seconde. D'accord ? 6,62, je ne sais plus quoi, 10 puissance moins 34. Non, j'ai dit joule par seconde, non, joule seconde, pardon. Hein. Oui, merci. Et donc là, vous voyez effectivement, donc ça c'est sans dimension, hein, c'est ce qui relie un vecteur d'état à un autre vecteur d'état, donc c'est sans dimension, 1 est sans dimension. Vous avez ici donc E fois T qui est la dimension, enfin H fois T qui est la dimension de H bar. Donc en divisant par H bar ici, je donne de facto à H la dimension d'une énergie. Je ne suis pas obligé, hein, si H est une observable, H fois H bar est aussi une observable. H fois n'importe quoi est une observable. Hein, donc ce H bar, il est purement, enfin ça permet de donner à H celui-là les dimensions d'une énergie. OK ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Eh bien, on va faire grand 2, l'équation de Schrödinger. Alors, j'espère que vous avez tous entendu parler de l'équation de Schrödinger dans votre vie. Enfin, je ne sais pas l'impression que vous en avez, mais on présente souvent l'équation de Schrödinger comme un truc incroyable. Alors, l'équation de Schrödinger, on va la démontrer en 2 lignes. Hein. Premièrement, équation d'évolution. Équation de Schrödinger et solution. Ça, c'est le titre du grand 2. Premièrement. Bien, alors pour ça, je vais simplement écrire que, par définition de U, j'ai phi de t plus dt qui vaut U de dt. Oh, je vais peut-être mettre des petits delta t. Enfin, de toute façon, on va faire tendre tout ça vers 0. Voilà. Donc c'est U de delta t fois phi de t, ça c'est la définition de l'opérateur d'évolution. Et maintenant que j'ai écrit U comme 1 moins I delta t sur H bar H, ceci va donc faire phi de t moins I delta t sur H bar grand H appliqué à phi de t. Là, j'ai rien écrit de spécial, d'accord ? J'ai juste remplacé U par son expression. Et par conséquent, vous voyez qu'on a phi de t plus delta t moins phi de t. Je mets ça là, puis je vais diviser par delta t. Eh bien ça, c'est égal à moins i sur h bar phi de t. OK ? Ben voilà, c'est l'équation de Schrödinger. C'est-à-dire vous faites tendre ça, vous faites tendre delta t vers 0, donc ça tend vers... Ça, c'est la dérivée de phi de t. Donc ça, c'est d de phi de t sur dt. Ben voilà, c'est l'équation de Schrödinger. Je vais la réécrire sous une forme un peu plus normalisée, mais... Donc, si vous voulez, ça fait... Ah, pardon, il manque le H, là. Il manque le H, excusez-moi. Voilà. Donc ça dit... Alors, je mets le moins I, je le mets de l'autre côté. Donc, ça fait I H bar d phi sur dt égale H phi de t.
Je suis passé à un dé rond là plutôt qu'un dé droit parce que phi pourrait dépendre d'autres variables. Donc là, c'est juste la différenciation par rapport à la variable t. Hein. C'est ça que réalise l'opérateur u. Si ça ne dépend que de t, bah, c'est un dé droit. Mais bon, dans le cas général, ce sera un dé rond. Voilà. Bah, ça, c'est l'équation Schrödinger. Voilà. Donc l'équation de Schrödinger, c'est rien du tout. C'est juste l'évolution du système est unitaire. Donc, pour une petite variation temporelle, je peux l'écrire comme ça avec H, qui est un opérateur hermitien, enfin auto-adjoint, et voilà, que j'appelle hamiltonien. Et de fait, c'est juste l'écriture de ce que ça veut dire que phi de t plus delta t, c'est phi de t plus un truc, ça veut dire ça. Voilà. Donc là, il n'y a rien. La physique va être ici. La physique, c'est quoi le hamiltonien? C'est quoi l'opérateur qui dit comment évolue l'opérateur qui agit sur les états pour générer les translations dans le temps. Mais l'équation de Schrödinger en elle-même, elle ne dit rien, d'accord? Toute la physique va être dans ce H-là. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer par voir que ce H, il a bien les propriétés qu'on attend pour l'énergie, et après, eh bien, on pourra récupérer tout ce qu'on sait de l'étude de la physique classique, parce qu'on sait comment l'énergie dépend de tout un tas de choses. On sait que, par exemple, il y a l'énergie cinétique, on sait comment l'énergie est reliée à la vitesse ou à la quantité de mouvement, par exemple. On sait comment l'énergie est reliée aux forces par une énergie potentielle, par exemple. Et donc, on va pouvoir récupérer tout ce qu'on sait de la manière dont l'énergie des systèmes dans différentes situations, avec différentes forces, etc. Et on va pouvoir, du coup, déterminer les opérateurs hamiltoniens qu'il faut mettre dans cette équation pour avoir l'équation d'évolution du système quantique. Donc voilà, c'est l'équation de Schrödinger. J'ai pas d'autres commentaires, juste voilà, si on connaît l'opérateur hamiltonien, du coup, on sait comment l'état des systèmes vont évoluer puisqu'on a leur dérivée. Donc on retrouve que la physique s'exprime à partir d'équations différentielles, d'accord? C'est une équation différentielle, ici elle est du premier ordre. Alors évidemment, ça dépend de ce qu'il y a là, on verra qu'il peut y avoir des termes du deuxième ordre malgré tout ici. Pas aujourd'hui sans doute, mais la prochaine fois. Donc si on connaît cet opérateur hamiltonien qui est inobservable, on connaît l'évolution du système. Alors, on va tout de suite passer à la notion d'état stationnaire, ça va être les états propres de ce hamiltonien. On a vu que toutes les observables faisaient jouer un rôle particulier aux états spécifiques qui sont leurs états propres, puisque ce sont des états qui ont une valeur bien définie de l'observable en question. Alors, état stationnaire. Donc, H est hermitien ou auto-adjoint. Par conséquent, ça c'est le théorème de mathématiques qu'on a déjà vu, comme toutes les autres observables qu'on a traitées jusqu'à présent, il existe une base de vecteurs orthonormés une base orthonormée de vecteurs qui sont vecteurs propres de H. Il existe une base orthonormée de vecteurs propres. Et je vais les noter psi n, par exemple, pour n dans un certain ensemble, que je note i, qui peut être un ensemble de dimension finie, enfin un ensemble fini, qui peut être un ensemble infini dénombrable ou pas, enfin peu importe, j'ai un certain ensemble qui indexe les états propres de l'opérateur H. Et donc ça veut dire que H, par définition, ça veut dire que H appliqué à psi n, comme c'est un état propre, ça va être proportionnel à psi n, et je vais noter En, la valeur propre en question, donc ça c'est la valeur propre associée au vecteur propre psi n. Alors pour respecter les conventions qu'on utilise depuis le début, je pourrais appeler cet état-là l'état En, mais
je vais préférer l'appeler comme ça, enfin ça ne change rien. C'est juste que il se pourrait qu'il y ait plusieurs états qui aient la même énergie, enfin la même valeur propre. Du coup, je ne saurais pas forcément les distinguer. Enfin, si, je pourrais décider qu'il y a plusieurs EN qui sont les mêmes. Bon, enfin, je fais comme ça, enfin, peu importe. C'est une convention comme une autre. J'appelle, là, en tout cas pour ce paragraphe-là, j'appelle psi-n les vecteurs propres de l'hamiltonien associés à la valeur propre EN. Évidemment, vous voyez tout de suite que je choisis un E parce qu'il se trouve que ça va être l'énergie, mais il y a une valeur propre, elle est ce qu'elle est. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est eh bien, comment évolue un état propre au cours du temps. Alors, il suffit d'appliquer l'équation de Schrödinger. Pour l'état psi n, on a donc I h bar d sur dt de psi n qui vaut En fois psi n. Ok, j'applique l'équation de Schrödinger particulièrement à ça. Donc pour un état propre ici, juste je multiplie par En. Et bien ça, c'est une équation tout à fait triviale, premier ordre, qui s'intègre trivialement en psi de n, psi n de t, c'est égal à eh bien, E puissance moins I ENT sur h bar, psi n de 0. Je n'ai pas fait d'étape intermédiaire, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. D'accord ? Enfin, j'aurais pu mettre le psi n en dessous, là, et puis diviser par IH bar, là. Donc, enfin, OK, ça fait ça. Enfin, c'est... D'accord ? Bon, merci. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que, au cours du temps, les états propres du hamiltonien évoluent simplement en changeant de phase. Mais changer de phase, ça ne change pas l'état du système. Puisque les deux états qui ne diffèrent que par un facteur sont le même état, en fait. La probabilité d'avoir le résultat de n'importe quelle mesure, de n'importe quelle grandeur physique dans cet état-là ou dans celui-là, c'est la même. Il y a juste une phase globale qui diffère, c'est le même état physique, en fait. Autrement dit, lorsqu'un système est dans un état propre de son hamiltonien, eh bien, il y reste. Voilà pourquoi on appelle ça un état stationnaire. Alors, il y a quand même quelque chose qui se passe. Sa phase varie. Mais comme la phase, globalement, ne modifie pas l'état du système, en fait, l'état du système n'est pas modifié. Voilà donc pourquoi on appelle ça un état stationnaire. Alors, du coup, alors, ces états propres sont caractérisés par le fait qu'ils ont une valeur bien définie de l'observable H. Cette valeur, c'est quoi? C'est En. Donc, ce sont des états qui ont une valeur propre bien définie et qui la gardent. Autrement dit, la valeur En est constante au cours de l'évolution du système. Alors, les valeurs quelles sont les grandeurs qui sont constantes au cours de l'évolution d'un système? De manière très générale. Alors, l'énergie se conserve. On sait que la quantité de mouvement se conserve, mais pas toujours. Quand on a un système isolé ou que la somme des forces vaut 0. Le moment cinétique se conserve, mais seulement quand il n'y a pas de moment des forces, etc. La seule grandeur qui se conserve, quoi qu'il arrive, quel que soit l'état du système, quel que soit le système, quel que soit ce qu'on fait sur le système, la seule grandeur qui se conserve toujours, c'est l'énergie. Par la définition de l'énergie, si vous vous souvenez le théorème de Noether, vous avez tous vu le théorème de Noether? Ouais. Le théorème de Noether nous dit qu'à chaque symétrie de l'espace-temps est associée une grandeur conservée. La grandeur conservée associée à l'invariance par translation dans le temps est l'énergie. Ça, c'est quelque chose qui sera toujours vrai. Donc, et là, on voit que cette grandeur-là, ce En, va être conservé quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, quel que soit le système,
Si vous changez de système et de conditions, vous allez changer le Hamiltonien. Mais n'importe quel système a un certain Hamiltonien. Ce Hamiltonien a des vecteurs propres qui ont des valeurs propres. Et bien, ce qu'on voit, c'est que ces valeurs propres ne varient pas. Ces vecteurs propres restent toujours constants, égaux à eux-mêmes. Et donc, il y a une grandeur qui se conserve. C'est précisément la grandeur associée à H. Donc, H, c'est bien l'énergie, au moins de ce point de vue-là. Alors, je vais maintenant passer, oui, ça va être plus clair, je vais passer à l'évolution d'un état quelconque, donc j'appelle ça comment donc j'en suis au troisièmement. Ouais. Évolution d'un état quelconque. Donc si je pars d'un état qui est un état propre du Hamiltonien, c'est trivial, il va bouger par une phase. Alors vous voyez que sa phase tourne d'autant plus vite que En est plus grand. D'ailleurs, vous pouvez écrire, tiens, j'aurais peut-être dû le faire ici, excusez-moi, je fais juste un micro aparté là. Je peux réécrire psi n de t égale E puissance I oméga t psi n de 0. Avec oméga, avec h bar oméga qui vaut n. D'accord ? Donc cette expression, elle doit vous rappeler quelque chose. Si vous écrivez maintenant que oméga, c'est 2pi sur nu, ça vous fait E égale h nu. Alors là, je pourrais mettre un oméga n ici parce que ça va dépendre, le oméga va dépendre de n. Ok, donc plus l'énergie est grande, plus la phase tourne vite au cours du temps. Mais tant qu'on est dans un état propre, peu importe la vitesse à laquelle tourne la phase, de toute façon, le système reste dans le même état de façon permanente. Maintenant, si vous avez un autre état quantique, un état quelconque qui n'est pas un état propre, mais du coup, il va quand même être une combinaison linéaire des états propres. Donc, je pars d'un état quelconque, phi de 0, que je peux développer sur la base des états propres de H. Et donc, je peux écrire que ça va être égal à somme des, je ne sais pas, alpha n, psi n de 0, là, la base de laquelle je pars, pour n dans l'ensemble d'indexation. D'accord ? Donc ça, c'est un état quelconque. Et je voudrais savoir comment il évolue. C'est très simple. Puisque je connais l'évolution de l'état psi n de psi n, je connais l'évolution de n'importe quelle combinaison linéaire. C'est la combinaison linéaire des évolutions. Donc je vais avoir phi de t qui est égal à somme sur n des alpha n psi n de t. C'est-à-dire à somme sur n des E puissance moins I En sur H bar T psi n de 0. J'ai oublié le alpha n. Ok ? Ouais. Pardon ? Ouais, oui, ce serait une fréquence. Ouais. Ça c'est la pulsation et ça, c'est la fréquence dans les notations standards pour des ondes. Pardon ? Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, bien sûr. Oui, merci. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis là, oui. Oui, merci. Bien sûr, merci. Depuis nu. Oui ? À partir de là, ça vient bien la formule de égale h nu ? Oui, c'est lié à ça, bien sûr. Oui, tout à fait. Ouais. Non, alors ça c'est là que. Alors après vous pouvez décider de dire que ça c'est un alpha n de t, mais je pars d'un état qui est une combinaison linéaire des psi n de 0. Donc ça c'est des nombres qui dit comment l'état phi est réparti sur les psi n à l'instant 0.
eh bien, cette combinaison linéaire va évoluer comme la combinaison linéaire, enfin, l'évolution de cette combinaison linéaire, ça va être la combinaison linéaire des évolutions, mais avec les mêmes coefficients. Si vous voulez, je peux faire une étape intermédiaire, si ça vous trouble. L'étape intermédiaire, elle est évidente. Je vais dire U de t appliqué à phi de 0, c'est U de t appliqué à cette somme. Comme U est un opérateur linéaire, ça va faire somme sur n des alpha n U de t appliqué à psi n de 0. Et ça, ça, par définition, c'est psi n de t, c'est-à-dire ça. D'accord ? L'idée, c'est la même que... Enfin, je crois qu'on a déjà parlé de ça. Si vous connaissez l'action d'un opérateur sur les vecteurs de base, du coup, vous connaissez l'action de l'opérateur sur n'importe quel vecteur, puisque n'importe quel vecteur peut s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs de base. Donc, si vous avez un opérateur linéaire, son action sur n'importe quel vecteur, c'est la combinaison linéaire de ses actions sur les vecteurs de base. Donc, je pars d'une certaine combinaison linéaire. Cette combinaison linéaire me conduit, enfin, ne varie pas. Simplement, je me retrouve au bout d'un temps t avec la même combinaison linéaire des états au bout de l'instant t. Donc, je sais comment cela évolue, puisque c'est des états propres du Hamiltonien. Je les ai choisis comme ça, d'où l'intérêt de travailler dans la base des états propres du Hamiltonien. Je choisis les états dont je connais trivialement l'évolution, ceux-là. Je développe n'importe quel état sur cette base-là, et du coup, je sais faire évoluer le système. Donc, c'est vraiment très puissant. Si vous connaissez le Hamiltonien, vous pouvez, en principe, il y a des cas où ce sera difficile à faire, mais si vous connaissez le système, vous connaissez son Hamiltonien, c'est-à-dire sa grandeur énergie, comment elle s'exprime en fonction des différentes variables, etc. En principe, en tout cas, il suffit de... C'est un opérateur, donc il suffit de déterminer ses valeurs propres et ses états propres, En et psi n, et quand vous les avez, c'est fini, vous savez faire évoluer n'importe quel système, quel que soit l'état dans lequel vous partez, n'importe quelle combinaison linéaire des états propres, eh bien vous savez comment ça évolue comme la combinaison linéaire des évolutions individuelles, mais les évolutions individuelles sont triviales. C'est juste le système qui... Chacun a une phase qui varie en fonction de l'énergie en question, en fonction de la valeur propre du Hamiltonien. Donc, alors c'est là où je voulais malgré tout en venir. Cet état est le même que celui-là, puisque ça ne diffère que par une phase. Par contre, quand vous faites une combinaison linéaire, chaque coefficient va différer par une phase différente. Et donc, cette combinaison linéaire, c'est pas pareil que celle-là. D'accord ? Ce vecteur-là, c'est le même que celui-là. Mais cette combinaison linéaire, c'est pas la même que celle-là. Ouais ? Je vais prendre un exemple à deux vecteurs. Ça va être plus simple. Comment je fais ? Allez, comme ça. OK. Alors, exemple. Je vais considérer une combinaison linéaire de deux états propres. Donc, je vais prendre psi 1 état propre de h pour la valeur propre E1. Et puis psi 2 état propre de h pour la valeur propre E2. D'accord ? Donc ce que je sais, alors ça va être les états à l'instant 0, d'accord ? Et maintenant je prends un vecteur, phi,
qui vaut alpha 1 psi 1 plus alpha 2 psi 2. OK? Combinaison linéaire quelconque. Alpha 1 et alpha 2 sont deux nombres complexes quelconques. Comment évolue ce système? Eh bien, phi de t, c'est U appliqué à phi de 0. C'est donc alpha 1 U appliqué à psi 1 de 0 plus alpha 2 U, à chaque fois c'est U de t, appliqué à psi 2 de 0. Ouais? Et donc, c'est égal à alpha 1, ça, c'est E puissance moins I E1 t sur h bar psi 1 de 0, plus alpha 2 E puissance moins I E de t sur h bar psi 2 de 0. Yes? Et donc, vous voyez que, du coup, dans la combinaison linéaire, il y a eu un déphasage entre les deux vecteurs. On démarre avec la combinaison linéaire de psi 1 et psi 2 avec les poids respectifs alpha 1 et alpha 2. Et à l'instant t, on se retrouve avec des poids respectifs différents. Maintenant, les poids respectifs, c'est alpha 1 E puissance moins I E1t sur h bar et alpha 2 puissance moins I E2t sur h bar. Ça n'a pas tourné à la même vitesse. Du coup, ils se sont déphasés. Et donc, ce n'est pas la même combinaison linéaire que celle du départ. Donc, l'état a évolué. En fait, au cours du temps, l'état évolue en faisant tourner les phases de chacun des vecteurs propres sur lesquels il se développe à des vitesses différentes. Et ça génère l'évolution du système. OK? Voilà. Donc si vous êtes dans un état propre, ok, la phase varie, mais ça ne change rien. C'est la phase globale de l'état, ça ne change rien. Si vous êtes dans une combinaison d'états, les phases de chacun des états évoluent différemment, et donc globalement, ce n'est pas le même état. Vous pouvez pas, ça c'est pas égal à une certaine phase, E puissance I θ fois alpha 1 psi 1 de 0 plus alpha 2 psi 2 de 0. Si on pouvait écrire ça comme ça, alors cet état ou celui-là, c'est le même. Ça diffère que par une phase globale. Mais justement, ça, c'est pas égal à ça, sauf si E1 égale E2. Alors, si vous avez une combinaison linéaire entre deux vecteurs qui ont la même énergie, leurs phases vont tourner à la même vitesse, puisque la vitesse à laquelle tourne la phase, c'est E sur h bar. Et à ce moment-là, l'état va rester semblable à lui-même. Mais si vous combinez des états d'énergie différentes, pour chaque énergie, il y a une évolution des phases différentes, et du coup, l'état évolue. OK? On peut s'amuser d'ailleurs à calculons le produit scalaire entre phi de t et phi de 0. D'accord? Alors, donc phi de t, scalaire phi de 0. À l'instant initial, alors à t égale 0, ça c'est simplement la norme au carré de phi de 0. Alors ça vaut alpha 1 carré plus alpha 2 carré en module, et ça vaut 1, parce qu'on choisit un vecteur normé tant qu'à faire. Donc si le vecteur est normé au début, sa norme vaut 1, et ça, on sait de toute façon que l'évolution du système ne va pas changer la norme. Donc si je calcule phi de t à t, si je calcule phi de t scalaire phi de t, c'est-à-dire à nouveau sa norme au carré, je dois trouver encore 1. Est-ce que c'est bien le cas? Bah oui. C'est quoi la norme de phi de t? Bah, c'est ça au carré plus ça au carré, en module. Donc module de ça, bah, c'est module de alpha 1, et module de ça,
c'est module de alpha 2, puisque ça, c'est juste le module 1. C'est justement une phase. Hein. Donc là, on a toujours ça. Ça reste vrai. Module de alpha 1 e puissance moins i e1 sur h bar t au carré, plus module de alpha 2 e puissance moins i e de t sur h bar au carré. Ça, c'est pas surprenant, donc c'est encore égal à 1. C'est pas surprenant parce que n'importe quelle évolution unitaire conserve la norme. C'est le point de départ. Donc, bien évidemment, la norme de phi de t, c'est la norme de phi de 0. Mais là, je m'intéresse à autre chose. Je m'intéresse au produit scalaire entre phi de t et phi de 0. Je veux voir à quel point phi de t diffère de l'instant de départ. Si E1 est égal à E2, cette norme va rester constante. Enfin, ce produit scalaire va rester constant. Parce que les phases vont tourner en même temps. Mais si elles ne tournent pas à la même vitesse, je veux dire. Si elles ne tournent pas à la même vitesse, eh bien, on va voir ce que ça donne. Quel est le produit scalaire ici? Écrivons-le. On va écrire le bras associé à phi de t. Le bras associé à phi de t, alors, donc il faut vous transformer les quêtes en bras et vous prenez les complexes conjugués des coefficients. D'accord? Donc ça va être alpha, comme ça on révise, ça va être alpha 1 étoile e puissance i e1t sur h bar fois le quête psi 1 de 0, fois le bras, pardon, psi 1 de 0, plus alpha 2 étoile e puissance i e2t sur h bar fois le quête psi 2 de 0. J'ai dit quête encore, je voulais dire bras, bien sûr. Bras. Oui, à l'instant t, j'ai cette combinaison linéaire là. Ah, où ça? Oui. Non. Là, je regarde la norme du vecteur à l'instant 0, la norme du vecteur à l'instant t. Oui, ça, c'est la norme du vecteur à l'instant t. Mais maintenant, je regarde ça. Et ça vaut ce que je vais écrire là. Là, c'était juste une remarque pour vérifier que la norme restait bien constante au cours du temps. La norme de phi au cours du temps reste constante, égale à 1 si elle démarre à 1. Donc maintenant, je veux calculer le produit scalaire. Et lui, il va changer au cours du temps. Alors, comment je calcule ce produit scalaire? Je prends le bras associé à phi de t, le voilà, et je fais tout ça fois le quête phi de 0. Et le quête phi de 0, c'est alpha 1 psi 1 de 0 plus alpha 2 psi 2 de 0. Yes? Produit scalaire, bras fois quête, braquette, un bras, un quête, j'ai plus qu'à développer, sachant que les psi 1 et psi 2 forment, c'est une base orthonormée du système, donc psi 1, bras psi 1 fois quête psi 1, ça fait 1, et bras psi 1 fois quête psi 2, ça fait 0. Donc si je développe ça, j'obtiens alpha 1 étoile fois alpha 1 fois e puissance i e1t sur h bar, plus, tous les termes croisés vont faire 0, et il reste alpha 2 étoile, alpha 2 e puissance i e de t sur h bar, voilà. Yes? Voilà. Alors, maintenant, je vais ramener l'autre.
Alors, je vais calculer, juste pour simplifier un peu tout ça, je vais calculer le module au carré de ce produit scalaire. Ce produit scalaire est complexe a priori, hein, bien sûr. Hein, c'est deux vecteurs qui... il y a aucune raison, c'est un produit hermitien standard, il n'y a aucune raison que ceci soit réel. Donc je vais prendre le module au carré pour avoir un nombre réel. Ça va clarifier la situation. Donc ça, c'est égal... Alors ça, c'est module de alpha 1 au carré. Ça, c'est module de alpha 2 au carré. Et donc, ce module au carré, c'est ça fois son complexe conjugué, par définition. Donc ça va faire module de alpha 1 carré e puissance i e1t sur h bar plus module de alpha 2 carré e puissance i e2t sur h bar fois son complexe conjugué, c'est-à-dire module de alpha 1 carré e puissance moins e1 i moins e2t sur h bar plus alpha 2 carré e puissance moins i e2t sur h bar. Désolé pour l'écriture microscopique. Et donc, je développe ça. Ça me fait ça fois ça, module de alpha 1 puissance 4, plus ça fois ça, module de alpha 2 puissance 4, plus lui fois lui, plus lui fois lui. Et ça fait alpha 1 carré, alpha 2 carré, facteur de, alors, e puissance i, donc lui fois lui, ça va faire e1 moins e2 t sur h bar, plus lui fois lui, donc plus e puissance moins i, e1 moins e2 t sur h bar. Voilà. Et là, vous reconnaissez deux fois le cosinus de ce truc-là. Donc ça va faire module de alpha 1 4 plus module de alpha 2 4 plus 2 alpha 1 carré alpha 2 carré cos de E1 moins E2 t sur h bar. Voilà. Donc vous voyez que ce produit scalaire, il évolue, lui. Il est modulé par un cosinus qui dépend de la différence d'énergie. Si c'est la même énergie, alors ça n'évolue pas. Ceci reste égal à 0, enfin cos de 0, c'est 1, pardon. Et donc ceci est égal... Donc si E1 égale E2, je peux l'écrire là. Si E1 égale E2, on a ce module au carré là, de phi t phi 0 qui est égal à ça plus le double produit fois 1. Donc ça, c'est simplement alpha 1 carré plus alpha 2 carré, le tout au carré. C'est-à-dire 1 au carré, c'est-à-dire 1. D'accord ? Donc s'ils ont la même énergie, les deux phases vont tourner à la même vitesse et le vecteur va rester toujours à une phase près égal à lui-même. Donc si on prend le produit scalaire, ça va être égal à 1. Enfin, d'accord ? Enfin, à une phase près, si on prend son module au carré, ça fait 1, c'est le même état. Mais si E1 est différent de E2, alors l'état est en train de changer, comme ça. Donc, tiens, on va prendre un exemple simple. Exemple, alpha 1, on va prendre module de alpha 1 égale module de alpha 2 égale 1 sur racine de 2. Je garde un état normé, mais je mets le même poids sur les deux vecteurs de base. Alors du coup, ça me donne quoi, ça ? Ça me donne phi de t, phi de 0, module au carré, qui est égal, alors ça fait 1,5 plus 1,5, non pardon, 1 quart plus 1 quart, donc 1,5, plus 2 fois 1,5 fois 1,5, c'est-à-dire 1,5, cos, donc en fait je vais le mettre en facteur, 1 plus cos de E1 moins E2 sur h bar t.
Donc ça, vous pouvez appeler ça oméga si vous voulez, c'est un cos oméga t. En tout cas, donc vous avez ceci. Si je représente ça en fonction du temps, vous voyez qu'à t égale 0, ça vaut 1, normal. À t égale 0, le vecteur est en phase avec lui-même. Et puis, ça évolue comme un cosinus avec une moyenne qui vaut 1,5. Et donc, on a une oscillation comme ça, autour de la valeur 1,5 en l'occurrence. Et ici, évidemment, on touche 0. On touche 0 toutes les périodes du système. La période étant la période t, enfin, la première fois que ça vaut 0, c'est quand ce truc-là vaut pi sur 2. Puis après, cette période t-là, c'est donc t, c'est pour delta t, c'est quand... En fait, c'est quand E1 moins E2 sur h bar grand T égale 2pi. Donc ça fait T équivaut 2pi delta E sur h bar. Non, c'est pas homogène, pardon. C'est l'inverse. H bar sur delta E. Merci. Yes. Voilà. OK. Donc vous avez un phénomène, là, j'ai pas une combinaison linéaire à deux vecteurs propres. Donc vous voyez que si vous faites une combinaison linéaire de deux vecteurs propres qui n'ont pas la même énergie, la phase de chacun va tourner différemment et donc vous allez avoir une évolution dans le plan de l'espace de Hilbert défini par psi1 et psi2, les deux vecteurs de base. Vous partez d'un endroit, mais vous allez évoluer jusqu'à être orthogonal à l'état de départ. Ici, cet état-là est orthogonal à l'état de départ. D'accord ? Puisque le produit scalaire vaut 0. Donc vous partez en phase, vous devenez orthogonal, puis à nouveau en phase, puis à nouveau orthogonal, puis en phase. Vous avez une espèce de rotation à une vitesse qui dépend de la différence d'énergie. On va voir un cas particulier avec un spin dans un champ magnétique, par exemple. Mais je crois que vous avez vu ça en TP peut-être, en TD, pardon, non ? Vous n'avez pas eu déjà un spin dans un champ magnétique ? Donc, ça aurait été bien qu'on ait fait ce cours avant, mais malheureusement, les contraintes de temps sont ce qu'elles sont. Mais voilà, peut-être ça éclaire un peu mieux ce que vous avez vu. Vous avez une combinaison linéaire dont chaque membre évolue à sa propre vitesse, enfin à sa propre vitesse angulaire, à son propre rythme, disons. Et voilà ce qu'on obtient. OK ? Alors, what time is it ? Non, bon, alors, OK. Conservation de l'énergie. C'est parti. Ouais. C'est bon ? Alors, quatrièmement, je ne sais plus si c'est quatrièmement ou pas, moi je suis à quatrièmement, on va faire quatrièmement. Conservation de l'énergie. Donc on a vu, si on est dans un état propre, c'est-à-dire si on a une valeur bien définie du Hamiltonien, que j'appelle énergie parce que ça correspond à l'énergie, on va le vérifier à nouveau là, c'est la grandeur qui se conserve au cours du temps, en toutes circonstances, donc c'est bien l'énergie. Si je suis dans un état propre, j'ai donc une certaine énergie, la valeur En si je suis dans l'état psi n, et ça, on a vu qu'au cours du temps, je reste toujours dans le même état, grosso modo, à une phase près, mais c'est toujours le même état physique, et donc j'ai toujours la même énergie. Qu'en est-il si je pars d'un autre état ? Parce qu'on a vu que si je partais d'un autre état, du coup, l'état évolue. Ce qu'on va voir là, c'est que, l'état évolue, mais il garde la même énergie. Et ça, c'est très simple à voir. Je peux le faire dans mon... je vais le faire dans le cas général. Donc, j'ai phi de 0 qui vaut somme sur i, somme sur n, des alpha n psi n. Je vais garder les mêmes indices, les mêmes notations.
Maintenant, à l'instant t, le psi n de 0, je pourrais juste l'appeler psi n maintenant, c'est une base propre, enfin une base de vecteur propre du Hamiltonien. Donc, phi de t, ça vaut somme sur n des alpha n e puissance moins i e n t sur h bar, psi n de 0. Comment je calcule? Alors, je dis l'énergie se conserve. Attention, le système dans l'état phi 0 n'a pas une valeur bien définie de l'énergie. D'accord? Si je vous demande quelle est l'énergie du système dans l'état phi 0, il n'y a pas une réponse. Les seuls états qui ont une valeur bien définie de l'énergie sont les états propres de l'opérateur énergie, hamiltonien. Donc tous les psi n ont une valeur bien définie de l'énergie qui en l'occurrence vaut En pour chacun d'eux. Mais cet état-là n'a pas une valeur bien définie de l'énergie. Néanmoins, si je mesure l'énergie, je vais obtenir En avec la probabilité module de alpha n au carré. Donc je ne peux pas attribuer une énergie au système, mais je peux lui attribuer une énergie moyenne, c'est-à-dire la valeur moyenne de ce que j'obtiendrais si je mesurais l'énergie. Comment j'obtiens cette valeur moyenne? Vous vous souvenez? La valeur moyenne de l'énergie dans cet état-là, eh bien, enfin la valeur moyenne du Hamiltonien, et c'est bien l'énergie, c'est ça. Donc la moyenne de l'énergie, ou je vais le noter carrément moyenne de H, c'est si on a un état qui est normé, c'est ça. Hein. S'il n'est pas normé, c'est divisé par phi de 0, d'accord, par sa norme. Hein, vous vous souvenez de ça? J'ai pris des états normés, les états gardent leur norme au cours de l'évolution, donc je peux oublier ça, c'est l'intérêt de prendre des états normés. Donc voilà ce qu'est la moyenne, on appelle ça l'expectation value, la valeur attendue, mais ce n'est pas la valeur qu'on attend, c'est la moyenne des valeurs qu'on obtient. Ce n'est pas un bon terme. Donc appelons ça simplement valeur moyenne. Donc dans cet état-là, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est simplement égal. H de phi 0, c'est alpha n En. C'est somme des alpha n En phi 0, et vous faites le produit scalaire avec ça, et vous obtenez, sans surprise, module de alpha n carré En. Somme pour tous les n. C'est la probabilité d'avoir la valeur En fois En, et la somme de tout ça, enfin bon, c'est la valeur moyenne de l'énergie. Qu'en est-il maintenant? Ça, c'est à l'instant 0. H, la moyenne de H à l'instant 0. Que vaut la moyenne de H à l'instant t? Eh bien, par définition, c'est phi de t, h phi de t. La valeur moyenne de n'importe quel observable dans n'importe quel état, c'est le bras de l'état fois l'observable fois le quête de l'état, divisé par la norme au carré de l'état. Si c'est normé, ça donne ça. Voilà. Eh bien, il suffit de calculer donc h fois phi de t. Donc ça va être phi de t, h fois phi de t, ça donne, alors je vais carrément l'écrire complètement. Donc le bras associé à phi de t, c'est somme sur n des alpha n étoiles e puissance i e n t sur h bar. Je passe au complexe conjugué fois le bras phi de 0. Et puis h de phi de t, si j'applique h à ça, ça va me donner la somme de ça fois h appliqué à ça. Et h appliqué à ça, ça donne En fois ça. Donc ici, somme, donc j'ai ce quête-là, ce bras-là, fois le quête, somme sur n, voilà, des alpha n, e puissance, moins i, e n t sur h bar, fois En, psi, j'ai mis phi 0 là, c'est psi n. Psi n de 0, bien sûr, fois psi n de 0. Voilà. Ça, c'est le bras associé au phi, fois l'action de h sur le quête. Et bien là, il suffit de voir, ça, c'est une base orthonormée. Donc, si je pourrais appeler n' ici, là. Si n est différent de n', ça fait 0. Et si n vaut n',
ça fait 1. Et donc ça fait somme sur n des alpha n étoile e puissance i e n t sur h bar fois alpha n e puissance moins i e n t sur h bar e n. Et donc c'est la somme des modules de alpha n carré e n. Et donc c'est bien la valeur moyenne de h à l'instant 0. Donc on retrouve la même chose. Et là, ça justifie pleinement que ce h, c'est l'énergie, puisque c'est la grandeur qui... Alors, quand on est dans un état qui a une valeur bien définie de cette grandeur-là, cette valeur-là ne varie pas, mais même quand on est dans un état qui n'a pas une valeur bien définie, la moyenne de ce qu'on peut attendre quand on la mesure ne varie pas. À l'instant t, si vous regardez la moyenne de ce que vous pouvez attendre comme résultat de h, de mesure de h, à l'instant t, c'est la même chose que la moyenne de ce que vous pouvez attendre à l'instant 0. Donc, cette grandeur, c'est bien l'énergie, en fait. C'est bien ce qui correspond à la grandeur physique classique énergie, c'est-à-dire la seule et unique chose qui, en toutes circonstances, quel que soit le système, à aucun moment j'ai dit ce qu'était le système, il a un opérateur hamiltonien, ça c'est la construction de l'opérateur évolution nous fait émerger un opérateur hamiltonien. Eh bien, cet opérateur a la propriété vraiment extraordinaire qui est que sa valeur moyenne, quel que soit l'état dont on part, quel que soit le système qu'on considère, cette valeur moyenne restera constante au cours du temps. Donc, c'est l'énergie, puisque c'est la grandeur qui a la propriété de se conserver, quoi qu'il arrive, quel que soit l'état, quel que soit le système. Voilà. Donc, ça, c'est bon pour la conservation de l'énergie. Alors, je voulais faire... Si, je vais le faire quand même. Il faut absolument faire ça. D'autant qu'il nous reste encore pas mal de temps. Alors, cinquièmement ou sixièmement? Ah, oui, non, alors... ok, je vais écrire l'opérateur évolution dans cette base-là. Cinquièmement, l'autre. Vous voulez me faire bosser ou vous voulez me faire perdre 10 minutes? C'est un problème topologique, là. C'est vrai que j'ai jamais effacé celui-là encore. Ah ouais. Allez. Ok, cinquièmement, opérateur évolution. C'est juste très simple pour vous faire réaliser que dans la base des vecteurs propres du hamiltonien, on peut représenter l'opérateur évolution de façon très simple. Donc, dans la base des psi n, donc vecteur propre du hamiltonien, U de t a une représentation très simple. Simplement, on a U de t appliqué au vecteur psi n de 0. On a vu que c'était égal à E puissance moins I E n t sur H bar psi n de 0. Par conséquent, les vecteurs propres du hamiltonien sont aussi vecteurs propres de U avec pour valeur propre E puissance moins I E n t sur H bar. D'accord? Donc ça, ce psi n de 0, j'ai retiré le 0. Je prends une base de vecteurs propres. Ce que je vois, c'est que si à ces vecteurs propres, je leur applique l'opérateur évolution, j'obtiens quelque chose qui leur est proportionnel avec... Donc ce sont des vecteurs propres, et ils ont pour valeur propre ceci. Donc je pars de vecteurs propres qui ont pour valeur propre associée
de vecteurs propres de H qui ont pour valeur propre En. Et ces vecteurs propres se trouvent aussi être des vecteurs propres de U, l'opérateur évolution, mais avec la valeur propre E puissance moins I En T sur H bar. Et donc je peux représenter, par exemple, sous forme matricielle, U de T dans la base des psi n. Eh bien, pour psi 1, ça va faire E puissance moins I E1T sur H bar. Pour psi 2, ça va être E puissance moins I E2T sur H bar, etc. E puissance moins I ENT sur H bar, avec des zéros partout. Hein. Et éventuellement, ça peut aller jusqu'à l'infini si on est de dimension infinie. Si on est de dimension finie, ça s'arrête, et puis voilà. Hein. Donc l'opérateur évolution s'écrit comme ça. Eh bien ça, vous voyez que ce n'est rien d'autre que E puissance moins I H T sur H bar. Alors, donc ça, c'est l'exponentielle d'un opérateur. Comment c'est défini ce truc-là? Ben ça, par définition, c'est 1 plus moins IH bar T sur H, moins IH T sur H bar plus moins IH T sur H bar le tout carré fois 1 sur 2 factoriel plus 1 sur 3 factoriel moins IH T sur H bar au cube plus, etc. C'est le développement standard de l'exponentielle. Donc on peut définir, si vous voulez, vous définissez l'exponentielle d'un opérateur quelconque, l'exponentielle de A, par définition, c'est 1 plus A, plus A2 sur 2, etc. Alors on peut montrer de manière très générale que en tout cas, quand les valeurs propres, en fait, non, là, en l'occurrence, il n'y a pas de restriction. Ça, c'est bien une série qui converge. Et on décide d'appeler exponentielle de A cet opérateur-là. Why not? Enfin, c'est assez naturel. Alors, vous voyez que si vous partez d'un opérateur qui est diagonal, comme H, dans cette base-là, H, c'est l'opérateur E1, E2, En, etc., diagonale, dans cette base-là, c'est sa base de vecteurs propres, eh bien l'opérateur d'évolution, c'est son exponentielle qui est l'opérateur diagonal avec l'exponentielle là. Donc c'est aussi en ce sens qu'on dit que H est le générateur des translations dans le temps. L'opérateur translation dans le temps, c'est U, c'est lui qui réalise la translation dans le temps. Et son générateur, c'est H, dans ce sens-là bien précis. Alors il y a une restriction que j'ai omise de mentionner depuis le début, c'est que l'opérateur H, dans tout ce que j'ai fait là, est supposé lui-même ne pas dépendre du temps. Si vous, c'est-à-dire, on est parti de l'équation IH bar d psi sur... moins I sur H bar... non, A plus égale En psi, non, moins A, j'ai oublié. On est parti de ça, là. On a supposé, enfin, c'était H, bon ça c'est l'équation de Schrödinger, d'accord? On a supposé que les vecteurs propres et les valeurs propres du Hamiltonien ne variaient pas dans le temps. C'est-à-dire qu'on a un système, il est ce qu'il est, et on le laisse évoluer. On ne change pas les conditions d'évolution au cours de route. Sinon, ça se fait, hein, mais simplement, si le h dépend du temps, évidemment, l'intégration n'est plus aussi triviale que juste le log et machin, on passe à l'exponentielle. Je le précise clairement, mais depuis le début, là, bien sûr, on n'a pas fait en plus évoluer le Hamiltonien au cours du temps. Sinon, c'est pas... Enfin, ça se fait aussi de résoudre cette équation si h dépend du temps. C'est juste autre chose. Bien, et alors donc pour finir, on va regarder l'évolution des grandeurs physiques en général, ce serait bien, surtout que c'est court. Ah non, c'est un peu long.
Bon, est-ce que vous avez des questions sur tout ça ou sur le début du cours pour le partiel, des questions brûlantes? Oui. Oui, oui, le partiel, ça s'arrête là. Et en fait, ça, non, mais ça, il pourra y avoir une évolution dans le temps, mais on vous la redonnera même. Donc, enfin, c'est juste, soyez pas surpris s'il y a une évolution temporelle avec une phase comme ça, mais on vous la fera pas, enfin, ou alors ce sera vraiment complètement trivial. Donc, c'est jusque là, mais il n'y aura pas des choses élaborées sur ce qu'on vient de faire ce matin. C'est bon? On s'arrête là? Bon, je vous précise mercredi exactement les conditions là, pour les amphis, tout ça. Faut que je vois. Et bah, sinon, révisez bien pour vendredi.